Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Sécurité du numérique en santé autour du SONS, donc le système ouvert non sélectif, et plus particulièrement les demandes de solde en biologie. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, celui-ci sera disponible en replay sur le site de l'agence avec le support de présentation. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet dédié. Je passe la main à nos intervenants du jour et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie, bonjour à tous. Nous souhaitions, avant de démarrer, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre participation et de votre présence à ce webinaire SONS qui, nous l'espérons, vous permettra en fait de répondre à vos questions et interrogations diverses sur cette bonne mise en marche de vos demandes de solde. Avant de commencer, une présentation succincte en fait du sommaire du webinaire à venir. Donc, qui va se dérouler sous trois phases. La première, un avant-propos avec une présentation des différentes parties prenantes, votre ressenti également au travers d'un petit sondage qui vous sera communiqué dans quelques instants. On vous présentera un peu plus en détail les objectifs de l'atelier ensuite. Nous vous parlerons également des échéances réglementaires pour le financement et une présentation globale du process de financement. Au niveau des parties prenantes, au sein donc de l'ANS, nous avons Jean-Christophe Turbat, qui est le directeur de programme Ségur, et je vous prie de bien vouloir excuser son absence parce qu'il a été mobilisé sur d'autres sujets. Pour ma part, je suis Fabien Guttmann, chef de projet, et j'interviens sur les parcours de référencement et de financement du Ségur, et je suis donc en relation spécifique avec les industriels sur ce sujet. Je vais laisser en parallèle mes collègues de l'ASP se présenter directement. Bonjour, Majouba de Maison, donc de l'agence de services et de paiement, en charge de la partie mise en place donc des règles d'instruction et pilotage des instructions de demande de financement. Et à ce titre, je suis accompagnée également de Céline Vasse, que je laisse se présenter. Bonjour, donc Céline Vasse, je suis au pôle support de l'ASP. Je suis là pour apporter des réponses aux problèmes techniques qui concernent le dépôt des JSON et des pièces justificatives qui sont associées, et également dans le cas des anomalies que vous pouvez nous faire remonter lors de votre utilisation du portail. Merci. Alors, afin de mesurer un petit peu votre compréhension quant aux démarches à suivre pour déposer les demandes de solde, on vous propose de répondre à un petit questionnaire très succinct qui va bientôt s'afficher à l'écran. Donc, on a quand même une tendance où le dispositif est globalement maîtrisé, mais il y a quasiment 40% de personnes qui ont quand même encore des difficultés. Donc, ce sera l'objet de l'échange à venir et des questions auxquelles nous pourrons répondre par la suite. Donc, pour vous parler en détail un petit peu des objectifs de l'atelier, donc celui-ci a vocation à vous confronter à la procédure en fait de financement sur l'étape globale de demande de solde, de pouvoir en fait vous approprier complètement la démarche, notamment avec le formalisme des pièces justificatives à présenter dans le cadre des VA ou des MOM que vous serez amené à produire suivant diverses situations que nous verrons un petit peu plus en détail par la suite. L'atelier également, pardonnez-moi, se veut également interactif, c'est-à-dire que nous allons avoir en fait deux intermèdes spécifiques durant cette présentation, pendant lesquels vous allez pouvoir en fait poser l'ensemble de vos questions au travers du chat. Donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser, nous sommes là pour répondre à vos questions. Et je passe donc la main à mes collègues de l'ASP. Merci Fabien. Avant donc de démarrer justement et d'apporter un focus sur le dépôt de la demande de solde et tous les éléments qui l'accompagnent, on voulait juste refaire un point sur les étapes de la demande de financement en elle-même.
Donc, il y a eu la partie avance que vous connaissez certainement déjà tous très bien, qui a été clôturée donc le 30 novembre 2022 à 14 heures. Donc, à l'issue de cette demande d'avance et de l'acceptation donc de votre bon de commande, vous êtes ou avez réalisé ou allez même réaliser la prestation Ségur auprès de vos clients au niveau des instances logicielles. Et la finalité de cette prestation Ségur va être l'obtention d'une vérification d'aptitude signée justement par votre client. Donc, une fois que vous avez obtenu donc la vérification d'aptitude signée, vous allez pouvoir éditer la facture et venir déposer votre demande de solde avec ces deux pièces justificatives qui sont obligatoires justement dans le cadre de la demande de solde. Une fois que vous avez déposé votre demande de solde, vous allez la voir instruite et lorsqu'elle sera validée, vous allez recevoir un versement correspondant généralement à 70% du montant total de la prestation Ségur, s'il n'y a eu aucune évolution justement entre l'avance et le solde. Et comme vous le savez, tout dispositif a une phase par la suite, une fois que les demandes sont clôturées, de contrôle a posteriori. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la demande de solde est réglementairement limitée au niveau de la date au 28 avril 2023, 14 heures. Donc, passé cette date et cette heure, il n'y aura plus possibilité de déposer de nouvelles demandes de solde. Et ensuite, ce que l'on peut également vous préconiser, c'est lorsque vous avez obtenu une vérification d'aptitude signée de votre client et édité la facture, n'attendez pas, déposez votre demande aussitôt. Donc, maintenant qu'on a passé un petit peu, voilà, juste les étapes pour comprendre ce qui nous attend derrière, on va faire un focus justement sur la partie dépôt, demande de solde, une partie sur le JSON solde, comment le compléter, et une partie sur également les pièces justificatives qui doivent accompagner justement cette demande de solde. Céline, je te laisse la main. Céline? Pardon, je parlais avec le micro coupé. Attendez, c'est cet écran-là. Oui, excusez-moi. Donc la demande de solde, elle est conditionnée à une demande d'avance. Cette demande d'avance, donc, elle doit avoir atteint le statut de paiement effectué, c'est-à-dire que le virement doit vous avoir été fait pour vous permettre de déposer votre demande de solde. Ce dépôt de demande de solde, en fait, suit le même processus que la demande d'avance. Vous, en tant qu'éditeur, vous vous connectez au portail et vous déposez votre fichier JSON. Le fichier JSON, donc, subit une série de contrôles automatiques techniques en temps réel, c'est-à-dire que le premier contrôle est un contrôle global sur son format. Si le format attendu n'est pas présent sur votre document, le JSON est rejeté pour non-conformité. Donc, vous devez vous référer aux documents qui vous sont mis à disposition sur les modèles de JSON et puis le DT, document technique de JSON, pour vérifier où se trouve la différence, en fait, l'anomalie entre le JSON que vous avez fourni et celui que nous attendons, ou plus exactement que le portail attend. Une fois que cette étape, enfin ce seuil est franchi, une série de contrôles va concerner là où les demandes incluses dans le JSON. Là, on peut considérer que notre JSON est un JSON multi-demande avec 4 demandes, 1, 2, 3, 4, chaque demande concernant donc un bloc ligne 1, ligne 2, ligne 3 et ligne 4. Donc, les demandes sont contrôlées et dans le cas où une seule soit en anomalie, le JSON est rejeté avec un code traitement qui est indiqué sous la ligne correspondant à la demande en anomalie. Dans ce cas-là, soit vous corrigez votre JSON et vous le redéposez avec les 4 demandes et la correction étant adéquate, le contrôle passe. Soit vous préférez ne pas corriger tout de suite la demande en anomalie, donc vous redéposez votre JSON avec uniquement les 3 autres, celles qui passaient, et le JSON sera accepté. Puis vous déposerez votre JSON avec la demande 1, si c'est la demande 1 qui était en anomalie, une fois qu'elle a été corrigée. Et
Une fois que les JSON passent, bien sûr, vous déposez les pièces justificatives qui doivent être associées, et cela pour les nombres de demandes que vous avez déposées dans le JSON. Donc, soit les 4, soit 3, soit 1, selon le schéma, enfin, le scénario que je viens de dérouler précédemment. Là encore, les contrôles techniques se font exactement comme dans le cadre de l'avance, un contrôle de conformité et de nommage des pièces jointes que vous déposez. Et lorsque ces contrôles sont passés, eh bien, le dépôt de votre demande est donc en cours et c'est terminé pour vous. Ça devient maintenant dans la main euh, pardon, de l'instruction au niveau de l'ASP. Ah, j'ai pas la main pour faire défiler. Ah si, pardon, j'arrivais pas à faire défiler. Donc, la demande de solde, comme j'ai dit précédemment, est liée à la demande d'avance. Il faut que le portail soit en mesure de relier votre JSON solde avec le JSON avance. Le JSON solde, vous avez dû le voir pour ceux qui ont déjà déposé des demandes, ce n'est pas le même que celui de l'avance. Par contre, il y a des informations qui doivent se retrouver. Donc les éléments attendus pour l'identification de la demande, ce sont déjà le numéro du dossier. Ce numéro de dossier, c'est celui qui a été généré lorsque vous avez déposé votre avance et que celle-ci a été acceptée par le portail. C'est du type FIN, bio et les chiffres derrière. Vous pouvez retrouver ce numéro en allant retrouver vos JSON sur le portail, sur la page gérer mes dépôts de JSON. Vous pouvez le télécharger, vous obtiendrez le JSON de sortie qui indique le numéro ASP qui a été généré. Il y a également le numéro éditeur. Le numéro éditeur, ça doit être le même que celui qui a été indiqué sur votre demande d'aide, sur votre demande d'avance. Si ce n'est pas le même, eh bien le portail ne reconnaîtra pas l'information et donc le JSON sera rejeté. Et enfin, évidemment, elle doit reconnaître qui est l'émetteur et qui est le bénéficiaire pour le coup de la demande, c'est-à-dire vous, le SIRET du fournisseur doit donc être le même que sur la demande d'aide, d'avance. Cependant, les aléas font que vous pouvez être amené, votre structure peut être amenée à changer de SIRET. Donc, dans ce cas-là, si ce SIRET est modifié après le dépôt de la demande d'avance, vous devez impérativement nous contacter via l'assistance utilisateur pour que nous puissions mettre en place les modalités nécessaires pour enregistrer votre nouveau SIRET et ce qui permettra ensuite de déposer et de valider la demande de solde que vous déposerez. Très bien, merci Céline pour ces éléments attendus pour l'identification de la demande, hein, donc effectivement nécessaires pour faire le lien entre l'avance et le solde. Et donc, à côté de ces éléments permettant l'identification, on a également des éléments attendus au niveau des documents à déposer. Donc, en plus du JSON, vous avez, comme on l'a dit, une facture éditée donc au nom de l'établissement ou du professionnel de santé, une attestation de vérification d'aptitude et en fonction du SONS, si c'est le SGL, on attend également un compte rendu de biologie médicale, hein, donc vous verrez les éléments vraiment nécessaires dans l'article 6.2 de l'appel à financement ou un catalogue transcodé dans le cadre du SONS LOIC. De ces pièces qui accompagnent donc votre demande de solde, nous en avons tiré quelques bonnes pratiques, hein, de différentes remarques que l'on a pu avoir jusqu'à présent. Et la première concerne la facture. Donc, il faut savoir qu'une facture, hein, est normée et elle doit comporter des éléments obligatoires tels que définis dans la réglementation, mais aussi des éléments spécifiques au Ségur. On pense notamment aux finesses qui permettent d'identifier les clients utilisatrices des instances, etc. Si besoin, la liste de ces éléments est disponible en page 97 du document qui s'appelle SONS, modèle de document, bande commande, MUM, VA. Au-delà de ces éléments obligatoires, la facture, hein, comme vous le savez, doit contenir le montant de la prestation. Donc là, il faut bien vous dire que le montant total de la prestation Ségur de la facture, c'est vraiment le montant avance
plus solde. C'est le global de la prestation, hein. Et en plus, ce montant-là, il va falloir qu'il soit identique au montant que vous allez devoir insérer dans votre JSON solde. Et enfin, pour finir sur la partie vérification d'aptitude, des modèles sont mis à votre disposition puisque pareil, il y a des éléments obligatoires. Donc n'hésitez pas à aller voir justement quels sont les éléments que l'on demande, hein, et qui sont vérifiés. Et il faut savoir qu'une vérification d'aptitude doit engager l'établissement, ou en tout cas le client final. Donc un procès verbal, par exemple, qui émane de vous, hein, ne constitue pas une vérification d'aptitude. Il faut vraiment que ce soit l'établissement de santé, le professionnel de santé qui s'engage à dire que vous avez fait le nécessaire. Donc voilà en termes de documents attendus et des bonnes pratiques. Au niveau de ces documents, toujours, on va réaliser également des vérifications de cohérence d'informations. Si on prend la facture, donc le SIRET, le vôtre, c'est un élément obligatoire, hein, c'est dans la législation, vous devez indiquer votre SIRET dans une facture. Donc on va vérifier que le SIRET que vous avez indiqué dans la facture soit cohérent avec celui qui est indiqué dans votre JSON. La date d'émission de la facture également. On va vérifier que elle est identique à la date au champ qui s'appelle date facture du JSON. On va également vérifier ce que l'on vient de voir à l'instant, la cohérence du montant hors taxe au centime près et la liste des finesses géographiques. On va s'assurer que ceux qui sont indiqués dans la facture et ceux qui sont indiqués dans le JSON sont identiques. Par rapport à la VA, donc là, la vérification d'aptitude, donc vous avez les modèles, hein, et donc vous savez qu'il y a les numéros des finesses juridiques et géographiques, notamment des bénéficiaires. Donc pareil, il faut vérifier que c'est bien en concordance avec la facture et surtout avec le JSON. Et surtout, on va vérifier le pavé bloc des scénarios d'installation entre la VA et le JSON. Et à ce titre-là, on va faire un focus spécifique sur ces scénarios d'installation-là pour entrer un peu plus dans le détail de chacun des blocs, notamment le direct DMP, MSS Pro et MSS Citoyen. Donc, le premier point, c'est le numéro identifiant DMP. Si au-dessus, dans le scénario effectivement installé, vous avez indiqué que isDirect to DMP est true, vrai, vous devez donc saisir ce numéro identifiant. Alors, dans le cadre du logiciel Loink, la valeur de l'identifiant DMP est toujours nulle. Cependant, dans le cas du logiciel SGL, il faut associer deux nombres. Le premier, c'est le numéro identifiant associé que vous voyez dans le tableau là, entouré en orange, qui dans le cadre du son SGL sera 6, et il faut l'associer avec le numéro de finesse géographique, les 9 chiffres du finesse géographique. C'est le code que nous attendons pour un identifiant DMP. Maintenant, les adresses messagerie sécurisée de santé, donc professionnelles et citoyennes, du sens bio SGL encore une fois, puisque pour le bio Loink, ces informations sont nulles. Donc, dans le cas du SGL, il y a deux conditions à respecter. Tout d'abord, l'adresse doit être complète. On ne peut pas accepter un nom de domaine seul. Il faut une adresse valide donc avec un format qui fonctionne. Et si il se trouve que plusieurs adresses sont utilisées, nous vous recommandons d'utiliser l'adresse la plus active dans la mesure où c'est celle que nous utiliserons dans le cadre de futurs contrôles a posteriori et que vous aurez donc intérêt à recevoir. Enfin, les messages, vous aurez intérêt à les recevoir. Dans le cas où vous êtes en sens SGL, il faut savoir que ces adresses à utiliser, ce sont celles depuis lesquelles sont adressés les envois par MSS Pro et ou MSS Patient. Alors, un scénario installé, donc vous le saisissez, oh là là, je m'embrouille, pardon. Lorsque vous avez installé votre logiciel, le scénario qui donc effectivement installé
répond soit à des envois de messagerie vers donc le DMP, soit vers la messagerie pro ou la messagerie citoyenne. Et en fonction de ces informations, sur le document de VA que vous associerez à votre JSON, vous allez pouvoir cocher les cases qui définissent en fait ce qui a été effectivement fait. Et cela doit être testé pour pouvoir cocher ces cases. Vous trouvez des modèles de VA sur les documents dont a parlé Majuba précédemment. Hop, cette première partie est terminée et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Oui, merci Céline. Effectivement, il y a déjà plusieurs questions. Donc, c'est le premier intermède sur lequel on prévoit un petit temps d'échange pour répondre à vos interrogations. Donc, on va prendre les questions par le début. Donc, pour Monsieur Leclève, donc, première question qui nous dit: quel est l'intérêt d'utiliser encore le format JSON, outil pour développeurs, qui génère beaucoup de lourdeur pour les éditeurs? Pouvez-vous nous préciser le cas de JSON multicommande? Merci d'avance. Donc, le JSON a été utilisé pour le solde, hein, tout simplement pour être cohérent avec la demande d'avance. Comme on a dit, c'est un tout, hein, l'avance plus solde, c'est la demande de financement. C'est la raison pour laquelle on a continué justement sur le JSON. Alors, par contre, je voudrais bien une précision sur le cas de JSON multicommande, ce qui est entendu derrière. Parce qu'on est bien d'accord, hein, dans le cadre de la biologie, que ce soit pour le SONS SGL ou le WINC, hein, c'est une commande par instance logicielle. Donc, s'il y a possibilité de préciser, même si c'est plus tard, c'est pas grave, hein. On y reviendra dessus. Ouais, on va laisser peut-être compléter, à moins qu'il puisse le faire. Également, donc pour les clients, recevoir une facture sans paiement associé ne pose-t-il pas un problème? Devons-nous lui adresser? Alors, il faut bien avoir en tête que nous sommes dans un dispositif d'achat pour compte du professionnel ou de l'établissement de santé. Donc, même s'il ne paye pas la facture, il reçoit une prestation, mais cette prestation, elle est payée par l'État. Donc, il doit recevoir une facture, effectivement. Sauf que la mention montant pris en charge par l'État au titre du Ségur, hein, de la prestation Ségur, justement, lui permet de se dire, voilà, c'est effectivement, moi, je n'ai rien à payer, je reçois une facture, je n'ai rien à payer, mais par contre, j'ai bien reçu ce service-là à la place. Il faut que ce soit tracé. Donc pour reprendre également la demande de Monsieur Leclève qui a répondu entre-temps, il dit donc oui, donc multicommande, inutile lowing. Après, il faut savoir que dans un gisant, vous pouvez poser plusieurs demandes différentes d'un coup, hein. C'est l'avantage aussi. Mais sinon, effectivement, c'est commande par commande et une commande par instance. D'accord. Merci, Majuba. Une question également en parallèle de Madame Huet. Comment faire la facture lorsqu'il y a plusieurs clients pour le même bon de commande et donc pour la même facture? Alors, effectivement, si l'instance appartient à des entités juridiques différentes, hein, vous avez dû faire un bon de commande avec soit une signature de chacun des clients, soit en faisant appel à un mandataire. Donc, dans la demande de solde, ça va être pareil. Soit vous allez pouvoir faire une seule facture et l'un des représentants donc, à qui sera adressée la facture sera ce mandataire-là, soit faire une facture pour chacune des entités juridiques. Et en fait, ce qu'il faudra, c'est surtout mettre toutes les factures et un récapitulatif de l'ensemble des factures dans un seul et même document au niveau du gisant, hein. Comme vous le savez, on peut accueillir qu'un seul PDF, mais par contre, il peut être constitué de plusieurs pages et donc de plusieurs factures si effectivement votre instance est utilisée par plusieurs entités juridiques. Donc, vous avez ces deux possibilités-là qui s'offrent à vous. Mandataire ou plusieurs factures, mais avec un récapitulatif. Une question également de Gaël Certes. Comment obtenir le lien vers le compte-rendu dans l'espace de test interopérabilité? Alors là, c'est plus pour vous, Fabien. En fait, c'est sur la plateforme directement de référencement, puisque lorsque vous y avez déposé l'ensemble de vos preuves, vous avez normalement les liens afférents pour pouvoir en fait vous y connecter. Et vous avez automatiquement le compte-rendu qui est mis à votre disposition lorsque l'ensemble des dépôts de preuves en fait sont validés.
Et je vous propose peut-être qu'on échange directement hors séance dessus. Je vous laisserai mes coordonnées si vous le souhaitez, que je puisse me rapprocher de l'équipe référencement dessus pour voir s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là de visualisation. Mais ces informations sont mises à votre disposition lorsque l'ensemble en fait, des cas tests sont passés en revue et qu'elle fait l'objet tout simplement d'un bilan qui vous est communiqué sur votre espace dédié. Je vais d'ailleurs en profiter pour laisser mes coordonnées ensuite dans le chat pour celles et ceux qui le souhaiteraient. Une question également de Madame Catherine Arnaud. S'il n'y avait pas de mandataire sur la demande initiale, mais 3 clients, peut-on faire une seule facture? Nous facturons chez nous de la commande au premier client considéré comme mandataire. Après ça, c'est effectivement, c'est en fait votre relation avec, avec votre client. Le principal, c'est que nous, sur la facture, on retrouve bien les 3 finesses juridiques, du coup, et les finesses géographiques qui comptent justement dans le calcul, notamment de l'aide. N'hésitez pas à poser vos questions, parce que là, je ne vois qu'il n'y en a plus d'autres. Et sinon, je vous propose donc de poursuivre. Et puis, à l'issue de la présentation, nous aurons encore un petit temps d'échange en questions-réponses. Si, entre-temps, d'autres interrogations vous venaient. N'hésitez pas. On reprend donc. Alors cette diapositive, elle est là pour présenter les différents cas où le périmètre des bénéficiaires finaux, vos clients, donc, reste identique ou est modifié entre le dépôt de la demande d'avance et celui de la demande de solde. Donc on a identifié a priori 6 cas. Le premier cas, c'est un périmètre identique, c'est-à-dire que les bénéficiaires finaux de la demande d'avance sont exactement les mêmes dans la demande de solde. Donc au niveau du portail, c'est passant, il n'y aura pas de blocage. Et au niveau de l'instruction, sous réserve évidemment à chaque fois que toutes les informations autres soient correctes, au niveau de l'instruction, donc c'est validé et le paiement pourra se faire. Ensuite, on a le cas 2. Là, vous aviez lors de la demande 2 bénéficiaires, par exemple, d'identifier. Or, dans le solde, il n'y en a plus qu'un. La solution logicielle donc, a été installée uniquement chez un seul client. Là encore, techniquement, c'est passant. Le JSON donc, va passer et le calcul du montant du solde va prendre en compte le fait que, il y a un bénéficiaire en moins et que donc le solde qui a été l'avance qui vous a été versée initialement est supérieure à celle que vous auriez dû avoir si vous n'aviez déclaré qu'un seul bénéficiaire dès le début. Donc le montant, l'excédent qui vous a déjà été payé est pris en compte et sera déduit lors du versement du solde. Cependant, attention, si le montant déclaré du solde est inférieur au versement de l'avance, évidemment, il sera rejeté. Ensuite, le cas 3. Là, vous ajoutez un bénéficiaire. Dans l'avance, vous avez déclaré 2 bénéficiaires. Et lors du solde, vous en déclarez 3. Ça ne passera pas. Il y a un rejet automatique. En fait, vous ne pouvez pas faire une demande de solde en incluant un nouveau bénéficiaire. En gros, cela revient à déclarer un nouveau bénéficiaire après la fermeture du portail de demande d'avance, ce qui est réglementairement impossible. Donc, vous devez redéposer votre JSON en retirant ici sur le schéma le bénéficiaire C pour obtenir ce qui vous est dû pour l'installation du logiciel chez A et B. Ensuite, dans le cas 4, on a un changement de bénéficiaire. Donc, le finesse géographique de l'un des 2 bénéficiaires que vous avez déclaré au moment de l'avance est modifié. Ici, on a dit que B se transforme en C. Alors, il y a un rejet automatique de la demande si vous passez votre JSON ainsi.
Donc, pour cela, il faut que déjà vous nous préveniez. Et ensuite, il faut que dans votre JSON solde, vous indiquiez le finesse géographique initial et préciser au niveau de la facture et et nous préciser dans un document les informations qui indiquent que c'est, par exemple, RHTB. Ensuite, le cas 5, le cas 5 et 6, c'est dans les cas de mandataire. Dans le cas 5, dès le dépôt de la demande d'avance, un mandataire a été déclaré qui vient donc prendre la main sur les bénéficiaires A et B. Ce mandataire se retire pour une raison X ou Y du jeu entre le dépôt de l'avance et le dépôt du solde. Dans ce cas-là, les deux bénéficiaires A et B doivent signer la facture, qu'est-ce que je raconte? Doivent être, signer l'AVA. La demande est passante, techniquement, le fait de retirer le mandataire ne bloque pas le JSON lors des contrôles automatiques. Et donc, ce que je disais, les bénéficiaires finaux doivent signer l'AVA. Et là, ensuite, dans le cas 6, c'est le cas contraire. On avait 2 bénéficiaires qui étaient déclarés indépendamment, on va dire, sur le JSON et un mandataire intervient entre la demande d'avance et de solde. Alors, d'un point de vue outil, la demande est passante parce qu'il n'y a pas de possibilité d'ajouter un mandataire dans le JSON. Donc, vous saisissez les données normales donc de A et B, les finesses géographiques adéquates sur le JSON solde, mais vous ne pouvez pas donc déclarer ce mandataire. Il n'existe pas pour le portail, il n'existe pas pour cette demande. Et donc, tous les bénéficiaires oh, il y a une coquille en dessous. Tous les bénéficiaires finaux doivent signer là où les VA associés donc aux demandes. Et là, il faudra supprimer de notre diapositive le ou 3B, la MOM doit lister. Nous avons oublié de le retirer. Ensuite, Eh bien, merci beaucoup Céline, hein. Donc c'est vrai qu'on a voulu faire un point spécifique sur les évolutions des structures de vos clients, en tout cas entre l'avance et le solde, et que vous puissiez avoir en visibilité, hein, les différents cas qui pourraient se présenter, en tout cas que l'on a imaginé, hein, et la situation derrière qui peut en découler. Alors, et pour terminer donc notre webinaire, notre présentation, hein, c'est la finalité maintenant de la demande de solde. Donc, il faut savoir que avec tout ce que l'on a vu, effectivement, vous pouvez avoir un périmètre totalement identique entre l'avance et le solde, donc aucun changement constaté entre les deux. Donc, à l'issue de l'instruction de votre demande de solde, lorsqu'elle est validée, vous allez recevoir un mail, donc indiquant la validation. Alors, contrairement à l'avance, cette fois-ci, vous ne recevrez pas de décision juridique, hein, puisque celle que vous avez reçue au moment de l'avance inclut le financement au global. Et bien évidemment, une fois que ça a été validé, vous avez donc les 70% restants du montant total de la prestation qui vous sont versés. Par contre, s'il y a un écart entre la demande d'avance et la demande de solde, donc par exemple, comme on vient de le voir sur les bénéficiaires finaux, ou tout simplement parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez déménagé, vous avez votre SIRET, ou parce que vous avez changé un RIB. Donc, vous allez avoir également un mail indiquant la validation de votre demande de solde. Et là, vous recevrez une décision d'attribution modificative, donc qui est envoyée par mail et disponible sur le portail, et elle mentionnera les différences justement entre l'avance et le solde. Et si jamais cette différence concerne notamment le périmètre des bénéficiaires avec une revue peut-être du montant de la prestation Ségur, hein, cette décision également indiquera le nouveau montant maximum que vous pourrez être mené à avoir dans le cadre de cette prestation. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éléments, tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, peuvent faire l'objet d'un contrôle a posteriori, même si la demande est soldée, et qu'une irrégularité pourra entraîner aussi l'émission d'un ordre de recouvrement. Donc on en a fini. Et
Tous les éléments qu'on vient de vous citer, les documents et les liens utiles, vous les retrouverez sur cette slide qui sera mise à votre disposition. Donc, tous les liens sur le site de l'ANS, sur le site de l'ASP, le site industriel avec la documentation sur le financement. Donc, n'hésitez surtout pas à les consulter et à nous faire part de vos éventuelles questions. Merci Majouba. On va poursuivre ce deuxième temps d'échange en fait sur les questions-réponses. Nous en avons quelques-unes qui sont arrivées entre-temps. Nous avons donc une nouvelle question de Monsieur Arnaud Leclève qui nous demande quelle est votre recommandation pour identifier un changement de périmètre? Alors, quelle est recommandation pour identifier un changement de périmètre? C'est pareil, je voudrais bien un peu plus de précision pour identifier un changement de périmètre avec peut-être un finesse géographique en moins ou en plus de ce que l'on a vu en fait dans la présentation qu'a fait Céline. Là, c'est votre relation directe avec votre client qui possède l'instance, qui pourra vous dire justement, ben voilà, moi j'ai un nouveau finesse en plus, mais comme vous l'avez vu, ce n'est pas passant, ou en fait, j'ai un finesse en moins aujourd'hui, j'en ai un en moins, j'ai un laboratoire en moins qui utilise l'instance. Là, ce sera votre client directement qui va pouvoir vous le dire. Donc, l'entité juridique. Merci Majouba. Monsieur Leclerc, n'hésitez pas à réagir dans l'onglet questions si vous avez besoin encore d'un complément ou un complément à apporter directement à Majouba pour qu'elle puisse vous répondre. Une question en sus de Madame Arnaud. Pourriez-vous mettre un exemple de JSON Sold avec plusieurs clients? Céline, je te laisse prendre. Oui, je vais regarder si on en a un, mais il me semble que oui. Attendez. Non, là, il n'y en a qu'un. Là, il n'y en a qu'un non plus. Quand vous dites plusieurs clients, ce sont donc plusieurs lignes de commande, en fait, de demande, avec chacune un numéro ASP différent. Elle précise bien avec plusieurs clients. Oui, effectivement. Ok. Non, on n'en a pas. Donc oui, on pourra en mettre à disposition, je le note, et puis on ajoutera ça au document. Donc oui, pour revenir à la réponse que tu as faite, Majouba, Monsieur Leclerc précisait bien que c'était oui. Et il demandait en parallèle également comment l'anticiper. Il peut l'anticiper dès maintenant en vérifiant déjà les demandes d'avance qui ont été déjà déposées et voir si, avec ses clients directement, s'il y a eu des évolutions entre-temps. Très bien, merci. On va passer à une autre question de Monsieur Courty. Pour la plateforme de test d'interop pour le lien à fournir, nous avions un accès à Interop Ségur qui nous a servi pour toute la phase de référencement. Et je ne vois pas la suite. Donc là, c'est sur la plateforme Gazelle. Donc ça, effectivement, c'est la plateforme qui est dédiée en fait à la validation de vos flux de données pour pouvoir prétendre à votre référencement. Mais je ne vois pas la suite de votre question. L'équipe de thèse interop des 6 nous confirme que nous pouvons utiliser ce même compte, mais nous ne trouvons pas sur ce site la partie concernant le son, s'il n'y a que des entrées concernant la phase de référencement. Mais oui, effectivement, parce que le son, en fait, et la documentation, elle est disponible directement sur notre espace industriel par rapport à chaque type de couloir. À chaque couloir correspond un son, donc ils ne sont pas disponibles dessus, si telle était votre question.
Là, on parle vraiment de la partie référencement et test pur et dur, test fonctionnel. Donc, c'était bon pour Monsieur Leclerc. Monsieur Courty qui a un souci donc sur le site. Il ne sait pas comment générer ses preuves de test. D'accord, donc ça, je vous ai laissé directement mes coordonnées dans l'onglet questions. Je vous invite directement à ce qu'on puisse échanger dessus et on pourra faire le point avec l'équipe référencement dessus pour vous accompagner. Donc, Madame Arnaud qui nous dit non, plusieurs clients sur un même bon de commande, s'il vous plaît. Céline? Elle précise qu'elle souhaiterait donc un exemple sur un seul et même bon de commande avec plusieurs clients. Eh bien, dans ce cas-là, le JSON existe. Alors, attendez, je vais vous le... Si pour le BioLoink, il est présent dans les documents que vous pouvez trouver sur le portail ASP, dans les modèles de documents. On a donc une ligne apport, ligne 1, et plusieurs bénéficiaires, donc plusieurs finesses géographiques d'indiquer, avec ensuite à chaque fois les documents justificatifs qui correspondent à chacun des clients, donc une facture et puis un CT par exemple, une VA. Voilà, et si besoin, Madame Arnaud, s'il y a pas, vous pouvez nous solliciter via l'assistance utilisateur et on vous enverra des exemples justement de JSON déjà précomplétés avec plusieurs clients. N'hésitez surtout pas. Je réagis également à la question de Madame Serre en parallèle. N'hésitez pas à me faire un petit message. On pourra checker directement en fait votre besoin de créer un identifiant sur la plateforme Interop. On pourra le traiter dans un petit point ad hoc. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez surtout pas. Si vous avez encore d'autres interrogations. Je vais mettre le lien de la plateforme ASP sur lesquels on peut trouver les documents utiles, dont les modèles de solde, de fichiers JSON solde. J'ai également une dernière question que je n'avais pas vue, pardonnez-moi, une question aussi de Monsieur Leclerc qui demande: avez-vous prévu un point de contact téléphonique pour solutionner rapidement les blocages? Alors, donc aujourd'hui, effectivement, nous avons notre assistance utilisateur à votre disposition et nous sommes ouverts en vous nous sollicitant d'une prise de rendez-vous, comme on l'a déjà fait dans le cadre de l'avance, pour justement se voir en visio et vous accompagner dans le dépôt et dans les éventuelles problématiques que vous pouvez rencontrer. Et ça vaut la réponse également pour, je crois que c'est Monsieur Mattei qui a également posé la même question, donc ça vaut également pour vous. N'hésitez surtout pas à nous solliciter, nous pouvons convenir d'un rendez-vous et vous accompagner. On a une question également de Monsieur Mattei qui nous demande: dans les pièces justificatives, nous devons fournir entre autres un résultat CDA N3. Mais les établissements n'ont plus l'obligation de le faire maintenant puisque le délai a été allongé. Et les plannings ne sont plus alignés entre SONS et SUNS. Tu prends ça du coup, Fabien? Oui, ça, il faudra qu'on puisse voir directement, parce que là, ça concerne la plateforme et le dépôt des preuves de test. Donc là, c'est pareil, Monsieur Mattei, je vous invite à faire un petit message et on pourra traiter directement avec l'équipe de référencement, puisque là, là, c'est pas l'objet directement avec la demande de solde. Mais je comprends, bien sûr, vous essayez à ce que vous puissiez, bien sûr, le recevoir derrière. Donc pour ça, je vous invite à me faire un petit message et puis on organisera un point avec l'équipe référencement sur ce sujet. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer à la dernière phase, en fait, de ce petit questionnaire que nous avons présenté en début et en introduction pour avoir un petit peu votre niveau d'appréhension du dispositif, à voir si les chiffres évoluent, nous l'espérons. Donc la tendance est à la hausse, c'est une excellente chose. Les personnes ayant des difficultés de mémoire, on était sur 40% à peu près. Oui, donc là c'est une excellente chose. Ça passait de 80% de personnes qui comprennent parfaitement les démarches de demande de solde et encore 19% qui ont quelques difficultés. Mais la tendance est plus qu'à la hausse, donc c'est une excellente chose. En tout cas, voilà, si effectivement vous faites partie si vous connaissez encore aujourd'hui quelques difficultés au niveau des démarches, nos assistances utilisateurs sont ouvertes, donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner et vous faciliter le plus possible le dépôt de vos demandes de solde. Et là, c'est pareil, je vois derrière une question de Madame Arnaud, pareil pour le dépôt de preuves et sur l'obligation de déposer certains documents normés. C'est pareil, ça, je vous invite à me faire un petit message qu'on puisse faire un point ad hoc sur le sujet. S'il n'y a pas de nouvelles questions, en tout cas, nous tenons à vous remercier de votre présence à ce webinaire en espérant qu'il vous a apporté tous les compléments d'information nécessaires, que vous y voyez d'ores et déjà plus clair sur le sujet. Et nous restons en tout cas à votre disposition, l'ASP et nous-mêmes ANS, pour pouvoir vous accompagner sur les sujets. Donc, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, n'hésitez pas à me solliciter directement. Je vous ai laissé mes coordonnées, notamment sur la partie référencement, sur la partie dépôt de preuves, pour vous permettre en fait de consolider vos demandes de solde derrière. On pourra se faire des petits points bien spécifiques avec les équipes de référencement pour vous accompagner sur le sujet. Je vous remercie encore une nouvelle fois de votre attention et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de Merci journée. Merci à tous. Au revoir.